Donc en fait, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de nous permettre de parler du virus de la grippe équine, et notamment donc, de l'importance de la relation virus-hôte pour les aspects cliniques et les méthodes de prévention. Donc moi, je suis la roue avant, je suis le virus. Et donc, on va parler du virus. Et le virus influenza équin est un virus enveloppé à génome ARN monocaténaire négatif segmenté appelé orthomyxoviridé. Bon, c'est une phrase un peu complexe, on va essayer de détailler. S'il y a un mot à retenir dans cette phrase, c'est le terme segmenté. En effet, ici, en fait, on voit des petits segments de génome qui servent à l'évolution du virus et à l'intercroisement entre les virus quand il y a deux virus qui infectent une même cellule. Sur ces segments, on a des gènes qui codent des protéines virales, et il y a deux protéines particulièrement importantes que sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Il y a en tout 18 hémagglutinines et 9 neuraminidase, et c'est sur ces deux protéines que sont basées la classification des virus influenza. Exemple, le virus H5N1, le virus très connu de la grippe aviaire, hémagglutinine 5, neuraminidase 1. Donc, chez les virus influenza équins, ceux qui sont connus, ce sont H3N8 et H7N7. Voilà les deux virus qui infectent les chevaux. Donc, ces virus appartiennent au genre influenza virus, trois types A, B et C, et les types B et C sont plus souvent retrouvés chez les hommes. Le type A, lui, est retrouvé chez quasiment l'ensemble des mammifères, chez les oiseaux aquatiques et donc chez le cheval. Si on détaille vraiment bien le type A en entier, on a les deux qui infectent les chevaux, et tout le reste est retrouvé en général chez les oiseaux aquatiques. On en a un autre également qui est bien connu, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le H5N1, donc le virus vulgairement appelé virus de la grippe aviaire, mais si jamais tous sont retrouvés chez les oiseaux aquatiques, ils sont tous aviaires. Celui-ci a également été isolé une fois chez un âne en Égypte, et un âne qui était très proche en fait, d'un élevage de poulets. Mais à l'heure actuelle, seul le sous-type H3N8 semble circuler dans la population équine. Il faut tout de même en fait faire une surveillance de ce virus-là, car il évolue régulièrement comme chez l'homme. Donc dans les années 80, il y avait un lignage qu'on appelait prédivergent qui s'est divisé en deux lignages, le lignage eurasien et le lignage américain. Ce dernier seulement s'est divisé de nouveau en plusieurs clusters, dont le cluster Florida, qui lui-même a été divisé en clade 2 et clade 1. On se rend compte que c'est un peu complexe, donc il faut en général des organismes pour pouvoir suivre cette évolution. Au laboratoire, on fait le typage moléculaire, et évidemment, sur le terrain, le RESP nous aide à vraiment trouver, à déterminer les différents cas. D'un point de vue signe clinique, il existe trois formes. La forme mineure, où il y a très peu de signes cliniques. En général, c'est la forme la plus souvent rencontrée chez les animaux vaccinés. La forme majeure, dans laquelle on rencontre de l'hyperthermie, de la toux avec du jetage nasal, de la myalgie, écoulement oculaire, de l'épiphorat, de l'anorexie, etc. Et une forme majeure compliquée, souvent due en fait à une surinfection bactérienne. Les individus à risque sont souvent les poulains et les chevaux immunodéprimés. Mais parfois, il y a des cas aussi où on a une augmentation de la pathogénicité, due par exemple à un nouveau virus qui arrive dans une population. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un mot à retenir lorsqu'on parle en fait du génome de la grippe équine, c'est segmenté. En effet, plusieurs petits segments, s'il y a une seule et même cellule qui est infectée par deux virus différents, elles vont mélanger les segments et il va y avoir un nouveau variant qui va sortir. C'est ce qui est arrivé à la fin des années 80 en Chine, où il y a eu un réassortiment entre les virus influenza circulant dans la population aviaire et les virus H3N8 équins. Et lorsqu'il y a eu typage de ce virus, en fait, on s'est rendu compte en fait, que oui, il a circulé au sein de la population équine, mais qu'il était plus proche de la population aviaire. En conséquence, il y a eu 80% de morbidité et jusqu'à 20% de mortalité dans certains élevages. Bon, ce cas-là reste assez rare. En général, la pathogénicité accrue est souvent due en fait, à une surinfection bactérienne. En 2011, dans un élevage de 130 équidés en Normandie, il y a eu en fait un cas très important avec pratiquement 95% de la population qui a été touchée, mais avec une population avec une très faible couverture vaccinale. En effet, simplement les 4 étalons avaient une vaccination annuelle, le reste rien. Donc on pouvait dire qu'on était en face d'un effectif pratiquement naïf. Conséquence, 9 poulains de mort. Sur ces 9 poulains, en fait, il y a eu, donc consécutivement au passage à la grippe, il y a eu 3 surinfections bactériennes avérées, mais tout le reste est essentiellement et très certainement dû aussi à une surinfection. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut avoir une augmentation de la pathogénicité due à une surinfection bactérienne. Enfin,
on peut aussi se rendre compte qu'il y a des différences entre les souches virales. Ce sont des données en fait que m'a donné Romain, qui sont issues de l'Animal Health Trust, sur des poneys Welsh, tous naïfs vis-à-vis du virus de la grippe équine. Or, ici, on a les différentes souches utilisées appartenant à différentes lignées phylogéniques. Donc ici, le lignage américain, ici, le lignage eurasien. Quand on regarde ici, en fait, pour donner les mêmes signes cliniques, tout, pendant 2 jours, en fait, il faut, ici ce sont des logs, il faut pratiquement 50 fois plus de virus avec ce lignage-là qu'avec ce lignage-là. Oui, mais voilà, si jamais on regarde dans un même lignage américain, ici, avec un clade 2 et un clade 1, on se rend compte en fait qu'il y en a un qui est responsable de 10 jours de tout, contre l'autre 4 jours de tout. Et si on regarde un autre truc, ici dans le même clade par contre, en fait, on a une souche qui est la souche South Africa qui donne 4 jours de fièvre contre la souche Sydney qui ne donne qu'1 jour de fièvre. Donc il y a bien quelque chose également chez le virus. Mais évidemment, dans ces cas-là, il y a aussi la réponse de l'autre. Et c'est ce que va me présenter maintenant Romain Paillot, donc, qui est immunologiste au sein de l'Animal Health Trust à Newmarket en Angleterre, et qui est au sein du Labéo Frank Dracombe dans le cadre d'une chaire d'excellence sous la tutelle de l'Université de la région Basse-Normandie. Merci Loïc. Est-ce que ça fonctionne? Oui, alors, donc du virus à l'hôte et tout particulièrement à son immunité. Donc, et principalement l'immunité induite par la vaccination. Donc, je pense que la filière équine est très fortunée puisque nous avons une gamme de vaccins contre la grippe équine qui est très, très diversifiée, très bien développée. La vaccination est vraiment l'élément essentiel et incontournable de prévention contre ce virus. Les vaccins disponibles sont effectivement en Europe très variés, allant du vaccin virus complet inactivé, des vaccins sous-unitaires associés à des adjuvants très performants comme l'ISCOM, l'ISCOMATRIX, mais également des virus vivants recombinants à base de vecteurs viraux de type canarypox. La protection induite par ces vaccins est basée sur 2 éléments principaux, tout principalement la réponse immunitaire humorale à base d'anticorps, qui est un corrélat absolu de protection, et la réponse à médiation cellulaire. Donc, pour illustrer assez rapidement, voilà. Si vous avez ici juste très simplement une représentation des épithéliums de vos muqueuses respiratoires, ce sont les cibles du virus de la grippe équine. Ces cellules vont être infectées, le virus va s'y répliquer, va être excrété, se propager au sein du système respiratoire pour entraîner des complications pulmonaires plus ou moins importantes, et également être excrété et infecter d'autres animaux. Le corrélat absolu de protection est la réponse humorale à base d'anticorps qui va neutraliser le virus, réduisant ainsi l'infection, neutraliser le virus, évitant son excrétion, mais également détruire les cellules infectées, qui est également le rôle de la réponse cellulaire. L'immunité protectrice est donc une immunité présente avant l'infection ou très rapidement mobilisable au moment de l'infection. Alors chez le cheval normal, cette réponse immunitaire, cette immunité protectrice n'est pas quelque chose qui est immédiat, instantané. Vous avez généralement besoin d'immuniser un cheval au moins 2 fois à 4 ou 6 semaines d'intervalle avec la majorité des vaccins disponibles en Europe afin d'obtenir des taux d'anticorps protecteurs. Hélas, cette protection est de courte durée puisque le système immunitaire n'est pas totalement stabilisé et cette protection va décroître assez rapidement et généralement il y a une nécessité pratiquement absolue d'avoir une 3e immunisation, généralement 4 à 6 mois après la seconde immunisation, afin de retrouver ces taux protecteurs, mais également de stabiliser cette réponse immunitaire et d'avoir une protection qui va tenir dans le temps et permettre d'attendre 6 ou 1 an le boost supplémentaire. Donc c'est la réponse simplifiée de la majorité des chevaux avec une grande partie des vaccins qui sont disponibles en Europe. Et vous pouvez voir que dans cette cinétique, il y a des petits éléments où le cheval, malgré le fait qu'il soit vacciné de manière conventionnelle et correcte, va être susceptible, généralement dans les semaines qui précèdent ces immunisations de rappel. Et c'est peut-être relativement ennuyeux, puisqu'on a pu démontrer expérimentalement que les chevaux, dans ce cadre-là, dans cette zone-là, par exemple, pouvaient être infectieux, pouvaient transmettre la maladie à ses congénères. Et probablement, c'est un cheval qui était parfaitement vacciné, mais infecté de manière subclinique, à peu près à cette période de la vaccination, qui a permis d'introduire le virus de la grippe dans le continent australien, qui a donc induit une épidémie assez conséquente en 2007, avec plus de 70 000 chevaux infectés et quelque chose comme $1 milliard américains de frais pour l'économie australienne. Donc la majorité des chevaux va être bien protégée après vaccination, à l'exception de petites périodes
de susceptibilité. Hélas, il y a un certain nombre de chevaux qui ont du mal à mettre en place leur réponse immunitaire, et on va parler de faibles répondeurs dans ce cas. Pour moi, il y a deux types de faibles répondeurs. Bon, tout d'abord, c'est un phénomène qui est connu, mais relativement peu décrit ou caractérisé. Nous avons un certain nombre de données en provenance d'Irlande, nos collègues de l'Irish Equine Center, qui nous démontrent qu'effectivement, des chevaux, après vaccination, et généralement après la première immunisation, peuvent avoir du mal à mettre en place leur immunité protectrice. Cela peut être dépendant du type de vaccin, et je pense que dans ce cas-là, c'est tout simplement une indication que le système immunitaire a un peu de difficulté, et généralement a besoin de voir plusieurs fois le virus ou le vaccin pour se mettre en place. Peut-être plus ennuyeux sont les faibles répondeurs de longue durée. Donc vous avez ici des données du terrain, une quinzaine de chevaux de tout âge vaccinés avec un vaccin conventionnel. Vous pouvez voir que tous les chevaux en bleu ont une réponse immunitaire correcte avec des taux protecteurs. Et vous avez ce cheval en rouge qui est ici, qui répond à l'immunisation, mais qui a vraiment beaucoup de difficultés à maintenir cette réponse immunitaire. Les taux redeviennent très très faibles assez rapidement. Et vraiment, ces individus peuvent être un problème parce que malgré le fait qu'ils soient vaccinés de manière conventionnelle et souvent très correctement, ils sont susceptibles et peuvent transmettre la maladie. Ils vont probablement développer une forme subclinique de la maladie, mais transmettre le virus. Et il est très possible que cette réponse limitée de ces individus peut être liée probablement au contexte génétique de l'animal, à son background génétique. La relation entre le background génétique et la réponse vaccinale est quelque chose qui a été décrit chez l'homme pour de nombreux vaccins contre la rougeole, l'hépatite B, la grippe. Et généralement, c'est une relation qui est associée à une modification d'un certain nombre de gènes du système immunitaire, le CMH, toll-like récepteur et autres. Chez le cheval, on a relativement peu d'informations, ou presque pas, mais toutefois nous avons obtenu à l'Animal Health Trust quelques résultats préliminaires sur une cohorte de 80%. Et nous avons pu démontrer qu'effectivement, la présence d'un marqueur génétique, les chevaux qui étaient homozygotes pour ce marqueur génétique avaient une réponse immunitaire contre le virus de la grippe après vaccination significativement surélevée comparé à d'autres chevaux. Donc, première indication qu'effectivement, ces mécanismes qui sont décrits pour l'homme, probablement, existent également chez le cheval. Donc, nous avons mis en place, avec le collaborateur de l'Université de Caen et de l'ABO Franck Dincombe, un projet à partir du mois de juin, le projet HippoVac pour Hippo Vaccine Responder. Les objectifs sont vraiment d'essayer d'évaluer la fréquence de ces faibles et forts répondeurs qui représentent quand même un petit problème pour la filière. On ne sait pas vraiment si c'est 5, 10%, plus, moins. Et également, si possible, identifier les origines, c'est peut-être un peu ambitieux, mais au moins à commencer à avoir des informations sur les éléments qui pourraient expliquer ces niveaux de réponse. Afin de ce faire, nous travaillons avec des éleveurs et des praticiens vétérinaires normands afin d'obtenir un certain nombre d'échantillons, donc des poulains pur sang qui vont être vaccinés contre la grippe pour la première fois. Et à l'aide de ces échantillons, nous allons pouvoir déterminer le profil immunitaire, mais également peut-être un profil transcriptonique, un profil génétique qui va nous permettre d'évaluer la fréquence de faibles répondeurs et d'essayer d'avoir un peu plus d'informations sur leurs origines. À ce stade, donc ce projet a commencé début juillet. Nous avons une étudiante en thèse qui a commencé en novembre, Stéphanie Foucherolles, qui est dans la salle. À ce jour, nous avons déjà réussi à avoir un peu plus de 100 poulains dans l'étude, avec les premiers échantillons arrivant au laboratoire. Également, toute une mise en place des méthodes analytiques nécessaires pour évaluer la réponse immunitaire. Donc, c'est un projet qui est très bien parti. J'espère que dans l'année prochaine ou dans les 2 ans qui viennent, nous aurons de plus amples informations sur ce projet. Peut-être pour ce qu'il faudrait retenir de la présentation, le virus de la grippe équine, c'est un virus de la grippe. Donc effectivement, sa pathogénicité est probablement très variable en fonction de la nature du virus, mais également de l'hôte. La vaccination, je pense, c'est très important. La vaccination est vraiment quand même l'élément principal de prévention contre ce virus. Vaccinez vos chevaux si vous en avez. Suivez les recommandations des industriels du vaccin. Ils ont testé leur vaccin dans les meilleures conditions. Si vous voulez avoir les meilleurs résultats de leurs produits, suivez leurs recommandations. Les animaux faibles ou faibles répondeurs représentent un petit risque pour la population car ils vont réduire l'efficacité de la couverture vaccinale. Il faut savoir que tous les chevaux ne sont pas vaccinés contre la grippe, donc cette couverture est déjà partielle. Si en plus un certain nombre de ces animaux vaccinés n'est pas vacciné de manière optimale en fonction de leur réponse intrinsèque, ça devient une complication supplémentaire. Et j'espère que
la fréquence, les proportions de cette population et les mécanismes à l'origine de ce problème. Nous aurons un peu plus d'informations à ce sujet dans les mois qui viennent. Je souhaiterais juste finir en remerciant tout d'abord la région Basse-Normandie, le FEDER et l'IFCE pour leur soutien financier à ce projet. Tout naturellement, les éleveurs, les praticiens vétérinaires qui nous ont donné accès à ces échantillons. Sans eux, le projet ne pourrait pas partir. Et puis également les intervenants de ce projet, le Labéo Franck d'Incombe à Caen, à la Fondation Hippolia, l'Université de Caen avec son unité de recherche et risques microbiens et l'Animal Health Trust à Newmarket. Et pour finir, merci pour votre attention.